Il y a 5 ans, j'étais sur un train de flottage aussi grand que celui-ci. Et exactement dans ce coin, il y avait un beau clair de lune une nuit, juste après minuit. Et j'étais de quart, et je dirigeais l'aviron avant tribord. Et un de mes potes était un homme du nom de Dick Albright. Et il était venu là où j'étais assis, à l'avant. Il bâillait et s'étirait. Voilà ce qu'il faisait. Et il s'est penché au-dessus du fleuve au bord du radeau pour se laver le visage. Puis il est venu s'asseoir près de moi. Il a sorti sa pipe et il venait de la remplir quand il lève les yeux et dit « Dis donc, Kiddy, ce serait pas la maison de Buck Miller, tout là-bas après le coude ?» Oui que je lui réponds. C'est bien elle, pourquoi? Il a posé sa pipe puis sa tête sur une main et il dit « Je croyais qu'on était plus en aval. » J'ai dit « Je l'ai pensé aussi quand j'ai arrêté mon quart. On faisait 6 heures de quart et 6 heures de repos. Mais les gars m'ont raconté que je dis que le radeau paraissait à peine bouger pendant la dernière heure que je dis. Bien qu'il file plutôt bien maintenant que je dis. Il me lance une sorte de grognement et puis il dit « J'ai déjà vu un radeau faire comme ça dans ce coin qui dit. J'ai comme l'impression que le courant a plus ou moins disparu juste en amont de ce coude pendant les 2 dernières années qui dit. » Eh ben, il a levé les yeux 2 ou 3 fois et a regardé au loin et à la surface de l'eau. Ce qui m'a incité à l'imiter. On finit toujours par faire ce que fait quelqu'un d'autre, même si ça n'a aucun sens. Et voilà que je tarde pas à voir quelque chose de noir qui flotte à la surface à tribord et qui arrive par le travers de derrière nous. Je vois qu'il le regardait aussi. J'ai dit « C'est quoi ?» Lui dit plutôt grognon « C'est rien qu'un vieux tonneau vide. » Un tonneau vide que je dis? Mais dis donc que je dis, une longue vue c'est rien à côté de tes yeux. Comment tu peux dire que c'est un tonneau vide? Il me dit, j'en sais fichtre rien, je crois pas que c'est un tonneau, mais j'ai cru que ça pouvait en être un qui dit. Oui que je dis, ça se pourrait bien, mais ça pourrait aussi être autre chose. On peut rien dire du tout là-dessus à cette distance que je dis. On n'avait rien d'autre à faire, alors on a continué à l'observer. Au bout de quelque temps, j'ai dit « Eh dis donc, Dick Albright, ce truc nous gagne de vitesse, je crois bien. » Il a pas dit un mot. Le truc, il nous doublait lentement, et je me suis dit que ça devait être un chien qui était plus ou moins épuisé. Alors on a viré pour traverser, et le truc a flotté dans la lumière du clair de lune, et par Jupiter, c'était bien un tonneau. J'ai dit « Dick Albright, qu'est-ce qui t'a fait penser que ce truc était un tonneau quand il était encore à un demi-mile d'ici ?» Je lui demande. Lui, il me dit « J'en sais rien. » J'ai dit « Dis-le-moi, Dick Albright. » Il me dit « Eh ben, je savais que c'était un tonneau. Je l'ai déjà vu. Plein l'ont vu. On dit que c'est un tonneau hanté. » J'ai appelé le reste du quart et ils sont venus autour de nous et je leur ai dit ce que Dick m'avait dit. Il flottait maintenant à notre hauteur et il gagnait plus. Il était à environ 7 mètres de nous. Quelques-uns auraient voulu le tirer à bord, mais les autres y voulaient pas. Dick Albright, il disait que les radeaux qu'il avait tripotés avaient eu plein de déveines. Le capitaine du quart, il a dit qu'il croyait pas à ça. Il a dit qu'il pensait que le tonneau gagnait sur nous parce qu'il était dans un meilleur courant que nous. Il a dit que le tonneau allait bientôt s'éloigner. Alors on s'est mis à parler d'autre chose. Et puis on a chanté, et puis on a dansé, et après ça le capitaine du quart a demandé une autre chanson. Mais ça commençait à se couvrir alors, et le tonneau il était toujours au même endroit. Et la chanson, il lui manquait un peu de chaleur pour ainsi dire, et ils l'ont pas fini. Et il n'y a pas eu d'applaudissements. Elle s'est plus ou moins arrêtée comme ça et personne n'a rien dit pendant 1 minute. Et puis tout le monde s'est mis à parler en même temps. Et un type a raconté une blague, mais c'était pas la peine. Personne n'a ri. Et même le type qui avait raconté la blague, il a pas ri, ce qui est pas courant. On était juste tous là, un peu cafardeux, et on observait le tonneau. Et on était mal à l'aise, et mal en pointe. Eh ben messieurs, c'est devenu tout noir et calme. Et puis le vent s'est mis à gémir. Et ensuite,
les éclairs se sont mis à descendre et le tonnerre a grondé. Et ça n'a pas tardé à se transformer en un véritable orage. Et au milieu de tout ça, un homme qui courait vers l'arrière s'est pris le pied, est tombé et s'est foulé une cheville au point qu'il a dû aller se coucher. Et les gars, ils ont hoché la tête. Et à chaque fois qu'il y avait un éclair, il y avait ce tonneau avec des lumières bleues qui jouaient autour. On était tout le temps en train de le chercher du regard, mais au bout d'un moment, un peu avant l'aube, il avait disparu. Quand il a fait jour, on le voyait plus nulle part. Et on était plutôt content d'ailleurs. Mais la nuit suivante, vers 9h30, alors qu'il y avait des chansons et qu'on se payait du bon temps, voilà qu'il revient et qui reprend sa position à tribord. Plus question de se payer du bon temps. Tout le monde est devenu un peu solennel. Personne ne parlait. Personne ne voulait faire quoi que ce soit d'autre que rester assis là, mélancolique, à regarder le tonneau. Le temps s'est couvert de nouveau. Quand le quart a changé, ceux qui étaient de repos sont restés là au lieu d'aller se coucher. L'orage a hurlé et explosé toute la nuit. Et au milieu, un autre homme est tombé et s'est foulé une cheville et a dû se coucher. Le tonneau nous a quittés au petit matin et personne l'a vu partir. Tout le monde est resté sobre, l'air malheureux toute la journée. Je veux pas dire le genre de sobrification quand on touche pas à l'alcool. Non, pas ça. Ils étaient silencieux, mais ils buvaient tous plus que d'habitude. Pas ensemble, chaque homme de son côté, et buvant à la sourdine pour ainsi dire. Une fois la nuit tombée, le quart de repos n'est pas allé se coucher. Personne ne chantait. Personne ne parlait. Les gars ne se sont pas dispersés non plus. Ils se sont plus ou moins tous rassemblés à l'avant. Et pendant 2 heures, ils sont restés assis là, parfaitement silencieux, regardant tous dans la même direction et soupirant de temps en temps. Et puis, voilà que le tonneau revient. Il avait repris la même position. Il est resté là toute la nuit. Personne n'est allé se coucher. L'orage est reparti de plus belle après minuit. Le ciel est devenu terriblement noir. La pluie tombait à verse, de la grêle aussi. Le tonnerre grondait et rugissait et meuglait. Le vent soufflait en ouragan et les éclairs s'étendaient sur tout le paysage en grands voiles de lumière et on voyait le radeau comme en plein jour. Et le fleuve bouillonnait, blanc comme du lait sur des miles et des miles, aussi loin que portait le regard. Il y avait ce tonneau qui dansait pas loin, comme les autres jours. Le capitaine a demandé aux hommes de quart de servir les avirons de queue pour une traversée, et personne ne voulait y aller. Ils voulaient plus de chevilles foulées, qu'ils ont dit. Ils voulaient même pas aller à l'arrière. Et ben alors, juste à ce moment-là, le ciel s'est ouvert en deux avec un bruit d'explosion et l'éclair a tué 2 hommes du quart arrière et on a estropié 2 autres. Estropié comment, vous allez me demander? Mais si, ils se sont foulés une cheville. Le tonneau est parti dans le noir entre 2 éclairs à l'approche de l'aube. Eh ben, pas un de nous qui a avalé une seule bouchée au petit déjeuner ce matin-là. Ensuite, les hommes ont traîné par 2 ou par 3, parlant à voix basse. Mais aucun d'eux avec Dick Albright. Tous le battaient froid. S'il arrivait là où étaient rassemblés des hommes, il se séparait et s'éloignait. Il refusait de servir les avirons avec lui. Le capitaine a fait mettre tous les canaux sur le radeau, à côté de son wigwam, et il ne voulait pas que les morts soient emmenés sur la rive pour être enterrés. Il pensait qu'aucun des hommes qui iraient à terre ne reviendrait. Et il avait raison. Une fois la nuit tombée, on a vu tout de suite qu'il allait y avoir du grabuge si ce tonneau revenait. Ça murmurait de partout. Un grand nombre d'hommes voulaient tuer Dick Albright parce qu'il avait vu le tonneau au cours d'autres voyages et ça leur faisait peur. D'autres voulaient le descendre sur la berge.
D'autres encore voulaient tous descendre sur la berge si le tonneau revenait. Ce genre de murmure continuait. Les hommes tous regroupés à l'avant et cherchant des yeux le tonneau quand... Voilà Tipac, le revoilà! Il apparaît, lent et régulier, et s'installe à sa position habituelle. On aurait entendu une mouche voler. Alors arrive le capitaine, et il dit « Eh les gars, vous comportez donc pas comme une bande de gamins et d'imbéciles. Je veux pas que ce tonneau nous poursuive jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et vous non plus. Bon, eh ben, quelle est la meilleure façon de l'en empêcher? Le brûler. Voilà comment. Je vais aller le repêcher, qui dit. Et avant que quiconque ait eu le temps de dire un mot, il a plongé. Il a nagé jusqu'au tonneau, et, lorsqu'il l'a poussé vers le train de flottage, les hommes se sont écartés sur un côté. Mais le vieil homme est remonté et on a brisé le couvercle. Et dedans, il y avait un bébé. Oui, messieurs, un bébé tout nu. C'était le bébé de Dick Albright. Il l'a avoué. Oui, qui dit, en se penchant sur lui. Oui, c'est mon propre chéri défunt. Mon propre défunt disparu. Charles William Albright, qui dit. Car il savait contorsionner sa langue autour des mots les plus rudes du langage quand il était un tant soit peu concentré, sans démettre une seule articulation, absolument aucune. Oui, il a dit qu'il habitait autrefois à la pointe de ce coude du fleuve, et qu'une nuit il avait étouffé cet enfant parce qu'il pleurait, sans avoir l'intention de le tuer, ce qui était sans doute un mensonge. Et alors, il a eu peur, et l'a enfermé dans un tonneau avant que sa femme rentre à la maison, et ensuite il était parti, avait suivi la piste du nord, et s'était mis à travailler sur les trains de flottage. Et c'était maintenant la 3e année que le tonneau le poursuivait. Il a dit que la déveine commençait toujours doucement, et durait jusqu'à ce que 4 hommes aient été tués, et que le tonneau ne revenait jamais après ça. Il a dit que si les hommes voulaient bien le supporter une nuit de plus, et il déblatérait comme ça, mais les hommes en avaient assez. Ils ont commencé à mettre un canot à l'eau pour l'emmener à terre et le lyncher, mais il s'est emparé tout à coup du petit enfant, l'a serré contre sa poitrine en versant des larmes, et s'est jeté dans le fleuve. Nous n'avons plus jamais revu dans cette vie cette pauvre âme souffrante. Pas plus que Charles William. « Qui versait des larmes ?» a demandé Bob. Albright ou le bébé? Albright, évidemment. Je vous ai pas dit que le bébé était mort? Depuis 3 ans qu'il était mort. Comment qu'il aurait pu pleurer? Eh ben, peu importe comment il aurait pu pleurer. Comment il est resté entier toutes ces années? Demande Davy. Explique donc ça. J'en sais rien comment il l'a fait, dit Ed. Il l'a fait quand même, c'est tout ce que je sais. Dis donc, qu'est-ce qu'ils ont fait du tonneau? Demande l'enfant de la calamité. Eh ben, ils l'ont jeté par-dessus bord, et il s'est enfoncé comme un morceau de plomb. Edward, l'enfant, est-ce qu'on voyait qu'il avait été étouffé? Demande quelqu'un. Est-ce qu'il avait une raie dans les cheveux? Demande un autre. Quelle était la marque de ce tonneau, Eddie? Demande un type qu'ils appelaient Bill. Et les papiers prouvant tout ça, tu les as, Edmund? Demande Jimmy. Dis donc, Edwin. T'étais pas un des hommes tués par cet éclair? Demande Davy. Lui? Oh non! Il était les 2 hommes! A dit Bob. Alors ils se sont tous tordus de rire. Dis donc, Edward, tu crois pas que tu devrais aller avaler une pilule? T'as pas l'air bien. Tu te sens pas un peu pâle? Demande l'enfant de la calamité. Oh, allez maintenant, Eddie, dit Jimmy. À vous! T'as dû garder un morceau du tonneau pour prouver tout ça? Monte-nous la bonde, allez! Et nous te croirons tous. Et dites donc, les gars, dit Bill. Divisons tout ça. On est 13. Je peux avaler 1/13 de cette histoire si vous parvenez à gober le reste. Ed s'est levé, fou furieux, et il a annoncé qu'ils pouvaient tous aller dans un endroit qu'il a décrit avec pas mal de sauvagerie,
avant de s'éloigner en grommelant des jurons tandis qu'il hurlait après lui et se moquait de lui, beuglant et riant avec tant de force qu'on pouvait les entendre à 1 mile de là. « Et les gars, on va se partager une pastèque après ce coup-là !» s'exclame l'enfant de la calamité. Et il est allé fouiller dans le noir au milieu des paquets de bardeaux où je me trouvais. Et il a posé sa main sur moi. J'étais chaud et mou et nu. Alors il a fait « Aïe !» et saute en arrière. « Apportez une lampe ou un tison, les gars! Y a un serpent là-dedans, aussi gros qu'une vache !» Et ils sont arrivés avec une lanterne. Se sont groupés pour m'observer. « Sors d'ici, le mendiant !» dit l'un d'eux. « Qui t'es ?» demande un autre. « Qu'est-ce que tu fiches ici? Explique-toi bien vite, ou bien tu passes par-dessus bord. » « Tirez-le de là, les gars! Prenez-le par les pieds !» Je me suis mis à les supplier, et je suis sorti de là à 4 pattes et en tremblant. Ils m'ont examiné, étonné, et l'enfant de la calamité, il dit « Un sacré voleur, oui! Donnez-moi un coup de main et on se le balance dans le fleuve !»« Non, dit Big Bob. Sortons le pot de peinture et badigeonnons-le en bleu ciel des pieds à la tête, et ensuite on le balance dans l'eau. » « Ouais, c'est ça. Va chercher la peinture, Jimmy. » Quand ils ont eu la peinture, et que Bob a pris le pinceau tout prêt à commencer tandis que les autres riaient et se frottaient les mains, je me suis mis à pleurer. Ce qui a eu de l'effet sur Davy. Et il dit « Stop! C'est qu'un petit chiot. Je m'en vais peindre celui qui le touche. » Alors il les a tous regardés, et quelques-uns maugréaient et grognaient. Et Bob a posé la peinture, et les autres l'ont laissé là. « Viens près du feu, et voyons voir ce que tu cherches ici, » dit Davy. « Et maintenant, assieds-toi et explique-toi. T'es ici depuis combien de temps? » « Pas plus d'un quart de minute, monsieur, que je lui dis. »« Comment t'as fait pour être sec aussi vite? » « Je sais pas, monsieur. Je suis toujours comme ça la plupart du temps. »« Ah bon? Comment tu t'appelles? » J'allais pas leur dire mon nom. Je savais pas quoi dire. Alors je dis simplement « Charles William Albright, monsieur. » Là, ils ont hurlé de rire. Jusqu'au dernier. Et j'étais sacrément content d'avoir dit ça. Parce que peut-être que rire les mettrait de meilleure humeur. Quand ils ont eu fini de rire, Davy dit « Ça colle pas tout à fait, Charles William. T'aurais pas pu grandir autant en 5 années. Et t'étais qu'un bébé quand t'es sorti du tonneau, tu sais. Et en plus, t'étais mort. Allez, maintenant raconte-nous une histoire qui tient la route. Et personne te fera de mal si t'as pas de mauvaises intentions. C'est quoi ton nom? » « Alec Hopkins, monsieur. Alec James Hopkins. »« Alors, Alec, tu sors d'où comme ça? »« D'un chaland. Il est amarré là-bas dans la courbe du fleuve. Je suis né dedans. Papa, il a fait du commerce d'un bout à l'autre du fleuve toute sa vie. Et il m'a dit de nager jusqu'à votre train. Et il m'a dit qu'il voulait qu'un d'entre vous aille parler à un monsieur Jonas Turner à Cairo pour lui dire... Eh oh! Oui, monsieur, c'est la véritable vérité. Papa, il dit... Oh, à d'autres! Ils se sont tous mis à rire. Et j'ai de nouveau essayé de parler, mais ils m'en ont empêché en criant. Maintenant, écoute-moi, fait Davy. T'as la trouille, alors tu sais pas ce que tu dis. Pour de vrai, t'habites dans un chaland ou c'est un mensonge? Oui, monsieur, dans un chaland. Il est amarré à la pointe de cette courbe. Mais je suis pas né là-dedans. C'est notre premier voyage. Ça, c'est plus raisonnable. Pourquoi t'es monté à bord? Pour voler? Non, monsieur, pas pour voler. C'était que pour voyager un peu dessus. Tous les garçons font ça. Oui, ça je le sais. Mais pourquoi tu t'es caché? Quelquefois, ils chassent les gamins. Ça c'est vrai. Ils pourraient voler. Écoute-moi bien. Si on te laisse tranquille cette fois-ci, tu vas cesser ce genre de bêtises. Oh oui, patron, je vous le promets. C'est bon alors. On n'est pas bien loin de la berge. Tu sautes
Et tu ne recommences pas à faire l'imbécile comme ça. Mais bon Dieu, mon garçon. Sur les radeaux, il y a des types qui te fouetteraient. Que tu serais plus que des bleus partout. J'ai pas attendu de leur faire la bise. J'ai plongé et j'ai nagé vers la rive.